Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Ma Ligue 2. Aujourd'hui, on va parler de la lutte pour la montée plus indécise que jamais avec deux journalistes qui suivent de très près Troyes et Grenoble, Alan Mangin de l'Est Éclair et Frédéric Souget de Métrosport. Et puis comme chaque semaine, vous allez avoir les faits marquants de la rédaction et puis restez avec nous jusqu'à la fin parce qu'on vous réserve un petit quiz très très sympa. Pour ce podcast, j'accueille Dorian Vemel et Philippe Dechter. Salut messieurs. Salut Salut tout le Alex. monde. Salut Alex. Vous allez bien? Le site Ma Ligue 2 et l'appli sont de retour. C'est ça la grande nouvelle de la semaine. Vas-y Philippe. Ouais, ça fait du bien. On a eu quoi, 13 Ça a l'air de jours? vous enchanter. Non, bah oui, si, parce que franchement, on a eu 13 jours difficiles, enfin plus que difficiles, parce qu'on a eu 13 jours totalement off. Bon, on a compensé, hein. On a été sur Facebook, on a été sur Twitter, on a fait des Sur lives, on Twitch. a lancé la chaîne Twitch. Enfin voilà, on s'est fait une soirée avec Dorian, toi aussi, enfin, vous deux aussi. C'était très sympa d'ailleurs. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on va encore faire plein d'autres choses. On va continuer à développer ça. Mais là, oui, le site est revenu hier après-midi. On était bien satisfaits. On n'a surtout rien perdu. Et c'est ça le plus important. Toutes les données sont déjà remises à jour, tout est relancé. Et on s'est sauvé de Strasbourg, hein. On a migré dans une autre région pour éviter les soucis. Donc s'il y a un souci dans cette région, c'est qu'on est décidément des chats noirs. Mais non, ça va le faire là. Et puis on est content surtout. Pour le sprint final, on a besoin de toutes nos infos au quotidien. C'est vrai que c'était pas simple de suivre les journées de championnat sans les infos habituelles de ma Ligue 2. Donc, même les journalistes nous l'ont gentiment dit. Donc, merci à tous pour vos marques de soutien. Ça Ouais. nous a fait très, très chaud au cœur, en tout cas. Et merci à tous ceux qui ont participé aussi à la cagnotte qui avait été lancée par Ningesphère, voilà, qui a spontanément proposé de nous soutenir. Donc merci à tous ceux qui ont participé. On va réfléchir à comment bien utiliser cet argent pour revenir encore plus fort et continuer notre développement. Donc comme l'a dit Philippe, je le rejoins totalement. Merci beaucoup à tous pour vos messages. C'est vrai que pendant 13 jours, c'est très très long. C'était la première fois vraiment qu'on pouvait pas relayer l'actualité de la Ligue 2. Ça faisait mal de suivre le championnat sans pouvoir vous le partager, vous le commenter, échanger tous ensemble. Surtout que là, le sprint final approche. Mais là, on a tout récupéré, c'est le principal. Et on est reparti comme au meilleur jour. Et on espère bien finir très très fort la saison. Et on va attaquer. Alors, sans plus attendre, vos faits marquants de la 30e journée. Dorian, toi, tu voulais rebondir sur l'actualité de ce début de semaine. C'est le départ de Pascal Duprat du Stade Malherbe de Caen. Ouais, bah heureusement qu'on a récupéré le site pour pas rater ça quand même. Ça aurait été, c'est un peu l'événement de la fin de saison. C'est vrai que bon, Pascal Duprat, c'est un nom, hein. C'est un nom en Ligue 2. Avec ce qu'il avait fait à Toulouse, il avait brillamment maintenu Toulouse, on se souvient tous. Il avait monté Evian-Tonon Gaillard en Ligue 1. Donc on sait que c'est un personnage du championnat du football français, une grande gueule, qui aime bien un peu la provoque, qui sait trouver souvent les bonnes formules devant les médias. Donc c'était un personnage de la Ligue 2. Mais c'est vrai que malheureusement, on l'a répété, on l'a dit souvent, le contenu n'y était pas à Caen et depuis de nombreuses semaines, c'était vraiment de pire en pire. Philippe, on en avait parlé ensemble dans un live tweet justement vendredi soir. On sentait que le discours passait plus franchement entre Pascal Duprat et les joueurs, notamment aussi parce que Pascal Duprat savait qu'il n'était pas reconduit pour la suite, que ce contrat prenait fin de toute façon à la fin de la saison et qu'il ne serait pas reconduit. Donc évidemment, tout ce contexte-là fait que d'un côté, je pense que l'entraîneur n'est plus motivé à 1000% parce qu'il sait très bien que sa mission va bientôt s'achever. De l'autre, les joueurs savent que la page sera bientôt tournée et eux aussi, je pense, ne jouent pas forcément le jeu sur le terrain à fond. Sauf que là, on en arrive à un point, Philippe et Alex, où Caen est loin d'être maintenu, n'a que 35 points, c'est-à-dire 5 d'avance sur le barragiste, que les contenus sont hyper faibles. Il suffit de voir le 2 partout à Châteauroux qui a été fait là lors du dernier match, où Châteauroux a clairement ultra dominé la rencontre et le 2-2 il est miraculeux vraiment pour Caen qui s'en sort grâce à un doublé de Benjamin Janot. Donc franchement, les signaux étaient vraiment passés au rouge. Là, ils étaient à l'orange jusqu'à présent. Ils ont vraiment basculé au rouge depuis 15 jours. Et voilà, Caen qui était parti pour finir la saison avec Pascal Duprat, pas faire trop de remous, pas d'avoir d'indemnité de départ. Mais je pense qu'ils n'ont pas eu le choix. À mon avis, effectivement, ça passait plus trop il y avait plus le levier activé par Pascal Duprat. Ça passait par un changement. Alors pour l'instant, ils ont choisi le mode interne avec Fabrice Van de Put et Cédric Angebar en intérim jusqu'à la fin de saison, au moins pour maintenir le club en Ligue 2. Voilà. Maintenant, c'est l'unique objectif. Et puis,
ça laisse le temps aussi aux dirigeants maintenant de réfléchir au prochain entraîneur qui sera intronisé et qui là doit vraiment s'inscrire dans un projet à court et moyen terme. On rappelle, Alex, Philippe, que Pascal Duprel est arrivé avec l'ancienne direction, avec Fabrice Clément la saison dernière en remplacement de Rui Almeida. Donc c'était pas le choix d'Olivier Piqueux et des nouveaux actionnaires Octri et Pierre-Antoine Capton. Donc voilà, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir à Caen la saison prochaine, mais l'important c'est déjà de rester en Ligue 2. Philippe, toi, tu penses que c'était le bon choix de se séparer de Pascal Duprat maintenant ou il fallait attendre la fin de la saison plutôt T'en penses quoi? Non, il fallait surtout s'en séparer pour se sauver. Et là, du coup, je suis plus du tout inquiet d'ailleurs pour Caen pour la fin de saison. Enfin, je pense que Après, voilà, les joueurs sont pas exempts de tout reproche. C'est pas pas parce du tout. qu'il y a le départ de Pascal Duprat que je pense que ça va tout changer. Il y a quand même les joueurs, ils ont le potentiel largement pour se maintenir, très largement. Maintenant, ça va aussi jouer à eux aussi de se bouger pour aller chercher les choses, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que les joueurs ont leur part de responsabilité, mais sur les derniers matchs, on voyait clairement que. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils mettaient en place. Je pense que les joueurs, c'était comme nous, ils ne comprenaient pas. Ouais. Ça a changé d'une mi-temps à l'autre. C'était super pendant une mi-temps. Les joueurs devenaient nuls l'autre mi-temps si on écoutait le coach. Enfin, franchement, c'était incompréhensible. Il n'y avait plus de ligne directrice. Et donc, je pense que c'est une très bonne décision pour se sauver. Et je pense qu'il y aura aussi un gros travail de la prochaine équipe sur le mercato pour Caen, parce que je pense que je suis d'accord avec toi, Dorian, dans cette équipe, il y a un potentiel pour se sauver, on est d'accord, mais pas Ah, pour faire non plus faut jouer le haut amener de un nouveau tableau, quoi. souffle. Mais de toute façon, Ouais, il y a déjà beaucoup trop de joueurs sous contrat à Caen. Ça, c'était l'un des gros complètement. problèmes de l'ancienne direction, c'est qu'ils n'ont pas réussi du tout à dégraisser un effectif bien trop large pour travailler. C'est vrai que Pascal Duprat, il a souvent réclamé des renforts et voilà, quelques renforts. Justement, il avait pointé du doigt quelques manques dans cette équipe qui n'ont jamais été comblés parce que il y avait impossibilité de recruter tant qu'il y avait trop de joueurs sous contrat et ils n'ont jamais réussi à se séparer de joueurs qui en rentraient plus forcément dans le projet ou qui. Donc ouais, je suis totalement d'accord avec toi. À la fois le coach et à la fois l'effectif, il y a un gros renouveau à amener dans cette équipe de Caen pour la saison prochaine. Mais on en parlera de ça quand on sera en juillet, en août. Non, juillet parce que c'est fin juillet la Ouais, reprise fin la juillet. saison prochaine. Donc quand on sera voilà, à quelques semaines de la reprise, qu'on reprendra les podcasts, je pense qu'on pourra reparler du nouveau projet initié par Caen parce que ouais, j'ai quand même pas beaucoup de doutes sur le fait que Caen va se maintenir. Ils ont les joueurs pour et cet électrochoc-là, je pense, va servir de déclic pour gagner peut-être les 2 matchs qui manquent pour définitivement valider la place de Caen en Ligue 2. Philippe, toi, tu voulais nous parler d'une équipe qui est à la dynamique diamétralement opposée à Caen. C'est le Paris FC, seule équipe du top 5 à avoir pris des points ce week-end. Ouais, le Paris FC qui a retrouvé sa dynamique de la première partie de saison, ils ont eu un trou. J'ai plus de date en tête, mais ils ont eu un vrai creux. Après le match de Serres, Ouais, j'ai pas pour la le match à date, mais domicile. C'était quand? C'était Novembre, en janvier? ils avaient perdu leur. Non, en novembre, plutôt je pense. Ouais. novembre. Ouais. Novembre, plutôt. Franchement, de Ouais. novembre à février, ouais, ils ont été. Mais ils avaient tellement eu pris d'avance qu'ils n'ont C'est pas ça. beaucoup reculé en fait. C'est ça, et par contre, là, ils ont parfaitement relancé. Ils sont sur une série de 6 matchs sans défaite, mais surtout avec 4 victoires. Et en fait, tu vois, on va parler après de Grenoble, par exemple, qui est sur une série aussi, enfin, qui a été sur une série sans défaite assez longue, mais au final, il y a eu plusieurs matchs nuls. Là, Paris FC, 4 victoires, tu t'engranges vite. Et c'est important maintenant. Et j'étais persuadé qu'il l'emporterait contre Grenoble. J'étais vraiment assez confiant sur le fait que pour moi, le Paris FC saurait sortir le grand match et ils l'ont fait. C'est intéressant parce qu'ils ont un calendrier qui n'est pas facile encore. Ils ont des gros matchs à jouer. Ils jouent aussi contre des équipes qui vont se battre pour le maintien. Mais ce qui me plaît dans cette équipe, c'est on retrouve en fait des possibilités, on retrouve des solutions, on retrouve des joueurs à leur niveau. Enfin, c'est vrai que mine de rien, contre Grenoble, tu mènes un 0, tu prends un rouge. Et ben ils sont allés inscrire le deuxième but, quoi. Et c'est des matchs charnières pour moi dans une saison, c'est important. Je reste convaincu que dans ce haut de tableau, de toute façon, les équipes qui ont le plus gros effectif devraient faire la différence. Donc je pense à Toulouse, à Troyes et au Paris FC, qui pour moi sont vraiment les 3 plus gros effectifs en termes on va dire de qualité si tu prends les 18 joueurs. Pas sur le 11 de départ, forcément, mais sur les 18 joueurs, normalement, c'est les équipes où les postes sont les mieux doublés, ou si tu as un coup dur, normalement, tu as un joueur qui est peut-être pas exactement au même niveau, mais qui est à 85-90%, et du coup, tu vois moins la différence. Et le Paris FC le prouve en ce moment, et je
je suis assez convaincu qu'ils vont le prouver sur la fin de saison et que ça sera l'équipe absolument à éviter en barrage s'ils sont qualifiés pour les barrages. Parce que sur un match, vraiment, avec René Girard, tactiquement, il arrive justement à bien préparer ses rencontres. Enfin, je pense qu'il transmet énormément de confiance et de sérénité à son groupe. Complètement. Parce que tu vois, typiquement, le Paris FC, ils ont traversé un creux énorme qui a été long, mais on n'a jamais senti de crise entre guillemets, tu vois, parce que pas de panique. Il y a toujours eu René Girard derrière pour calmer les choses, pour redonner confiance aux joueurs, et je pense qu'il a toujours cru en son groupe, et ça, je pense que ça a énormément compté dans le fait que, comme tu l'as dit, Paris s'est pas totalement effondré et a su remonter la pente, et maintenant est de retour en pleine confiance. C'est un club qui est solide, la présidence est solide, il y a Frédéric Hébert qui fait du très bon boulot, recrutement aussi, et je suis persuadé qu'il travaille déjà sur la saison prochaine avec certains joueurs, sur des prolongations ou sur des arrivées. Enfin, et puis voilà, on parlait de Pascal Duprat juste avant, c'est là aussi la grosse différence, c'est que René Girard, alors qu'il ne porte pas en plus Pascal Duprat dans son cœur, voilà, lui, son groupe, il l'a derrière lui. Et surtout, tactiquement, il leur propose des choses, il a aussi su évoluer. Et je pense que le groupe le suit plutôt les yeux fermés. Donc, je suis bien confiant pour la suite de saison du Paris FC. D'ailleurs, j'espère que je ne vais pas les gagner d'ailleurs. J'espère, juste parenthèse, pour revenir sur le carton rouge d'ailleurs de Paris. Incroyable, Alex. On n'a absolument pas compris ce qui s'est passé. Incompréhensible. Incompréhensible. Même les Grenoblois réclamaient pas. Les Grenoblois réclamaient juste une faute et il y a eu carton rouge direct. Un carton rouge direct pour un joueur qui tombe et qui touche le ballon de la main, mais même pas en dernier défenseur, pas dans la surface, en plein milieu de terrain. C'était Tchekoumar Diakité, le milieu de terrain de Paris, le jeune Philippe. En fait, il est tombé au duel avec Charles Piquel et en tombant, il a réclamé la faute. Donc tu sais, il a pris un peu le ballon de la main pour réclamer la faute, comme le font tous les joueurs. Ça arrive Sauf que l'arbitre a décidé qu'il n'y avait pas faute, donc il a sanctionné la main, il lui a mis rouge direct. On voit des trucs de fou en ce moment sur l'arbitrage. Ils ont montré, sur BeIN, ils ont montré 10 fois le ralenti avec Alex. On s'est dit, mais on n'a pas compris. Il n'y a pas eu de geste de réaction. Enfin, vraiment, c'était, je sais pas, on n'a vraiment pas compris ce qui s'est passé. Donc, très étonnant ce carton rouge de Diakité. Voilà, je ferme cette parenthèse. Carton rouge qui a rendu bien sûr très heureux René Girard, qui lui aussi a fini René Girard, il a eu rouge aussi du coup derrière. Tribune, du coup, mais pour le coup, d'ailleurs, c'est pas, c'est très sanguin, mais là on pouvait le comprendre. Et c'est pas anodin parce que mine de rien, justement, c'est Sochaux Paris et Paris 3. Je regardais le calendrier quand je vous dis que c'est des matchs tournants. Et c'est pour ça que je suis assez confiant aussi, parce que typiquement, le Paris FC, pour moi, c'est l'équipe qui va savoir aller à Sochaux pour être très très costaud, au moins pour empêcher Sochaux de l'emporter sur ce genre de match. C'est simple, je pense qu'ils vont y aller. Déjà, comme ils l'ont fait à Auxerre, c'est exactement ça. C'est ça. Très costaud, très, très puissant en contre avec Gaëtan Laura, mais c'est un dragster. Mais à Auxerre, c'est incroyable. Et à un moment, après un corner, il récupère la balle sur la droite. Et 2 secondes après, le ballon il est dans la surface. C'est parfait pour Paris. Franchement, je suis d'accord avec toi. Je pense que un déplacement à Sochaux, ils ont toutes les armes pour maîtriser ce genre de déplacement, être très patient, pas s'affoler, attendre la bonne opportunité et planter des belles banderies. Franchement, ça va être très. J'ai hâte de voir ce match parce que Sochaux est quasiment dans l'obligation de gagner pour prendre des points et essayer de combler cet écart avec le top 5. Et à l'inverse, Paris va être dans une position un peu d'attente où il y aura peut-être un peu d'espace pour les contres avec les joueurs rapides comme Caddy, comme Laura. Donc franchement, ça va être. J'ai hâte de ce match après la trêve. Merci messieurs pour ces faits marquants et on va tout de suite passer à notre débat. Place donc à notre dossier sur la course à la montée. Et pour en parler, on accueille Alan Mangin de l'Est Éclair et Frédéric Souget de Métrosport, qui suivent respectivement Troyes et Grenoble. Bonjour messieurs et bienvenue dans ce podcast. Bonjour, merci. Merci donc d'être avec nous. Aujourd'hui, donc, on voulait faire un point sur la course à la montée qui est très serrée, notamment après les résultats des week-ends que je vais rappeler, puisqu'aucune des 4 équipes de tête n'a marqué de points. Seul le Paris FC en a pris. Troyes s'est incliné 3-1 à Amiens. Clermont a perdu 1-0 à Nancy. Toulouse a perdu 1-0 à Niort également. Et Grenoble s'est incliné donc 2-0 face au Paris FC, ce qui donne au classement 3 leaders avec 58 points. Devant Clermont et Toulouse, 55 points, mais un match en moins pour les Clermontois. 4e, Grenoble, 53 points. Et le PFC, 5e, qui se rapproche avec 51 points. Donc, on voit donc que la lutte pour la montée est plus serrée que jamais et s'annonce intense jusqu'au bout. On va commencer par le leader troyen. Honneur au leader avec Alan. Alan, comment expliquer la mauvaise passe des Troyens qui s'est incliné 5-1 contre Nancy et puis 3-1 ce week-end face à Amiens? Assez surprenant parce qu'on voyait les Troyens très solides quand même depuis le début de saison. Ouais, c'est très difficile à expliquer. Même l'entraîneur Laurent Batles
ne savait pas trop analyser ces deux défaites. C'est une période un peu compliquée, bizarrement. C'est la première fois que les Stacks perdent 2 fois de suite. Le 5-1 à domicile contre Nancy, on s'est dit, bon, allez, c'est un accident. On s'était dit que le match suivant à Amiens allait justement permettre de savoir si c'était vraiment un accident. Et là, rebelote, défaite 3-1. Alors, à chaque fois, il y a des circonstances très, très défavorables, très bizarres, des décisions d'arbitrage un peu contraires, des faits de jeu un peu contraires. Bon, ça arrive dans une saison. Voilà. Le problème, c'est que ces faits de jeu contraires, les Stacks n'ont pas réussi à les surmonter. C'est un peu ça qui, moi, m'embête. Je trouve qu'ils sont un peu dans un état d'esprit, un peu de dire tout va à l'envers et ils n'arrivent pas à surpasser ça. Et toi qui suis de près le groupe, qui va aux conférences de presse, tu sens un petit peu de tension, d'inquiétude après ces 2 défaites ou tu as vu le même état d'esprit qu'il y avait auparavant? Ouais, alors là, les joueurs ont eu 3 jours complets de repos. Ils ont repris l'entraînement ce matin. Là, ils ont encore bien 10 jours un peu pour se laver un peu les têtes. L'état d'esprit, je pense qu'il est assez similaire. Les circonstances étaient tellement bizarres et particulières que je pense qu'ils se sont dit, bon, c'est tellement bizarre que ça peut pas se répéter. Alors, ça devait pas se répéter une deuxième fois, ça l'a été. Là, une troisième fois, ça serait gros. Je pense malgré tout qu'il faut pas se cacher derrière ça, derrière ces faits de jeu, derrière ces faits d'arbitrage. Il y a, je pense, des raisons un peu plus profondes dans l'attitude des joueurs, dans le choix des joueurs. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces 2 revers. C'est vrai que ce qui est le plus surprenant, c'est cette fébrilité défensive. Alors certes, on l'a dit, les 2 pénaltys à Nancy, on l'avait commenté avec Philippe en direct, c'est du 50-50. Parfois ils sont pas sifflés, parfois ils sont sifflés. Là, c'est tombé. On va dire que la pièce est tombée du mauvais côté. À Amiens, l'égalisation, tout le monde a vu que la balle était sortie, c'était flagrant. Mais au-delà de ça, il y a certains buts qui sont encaissés, qui sont hyper surprenants, des erreurs d'alignement grossières. On a pris 3 a pris des buts sur des dégagements de défenseurs, quasiment des dégagements de gardiens. Et ça, c'est un peu plus inquiétant. Comment toi tu analyses cette grosse fébrilité défensive tout à coup qui est tombée sur les Stacks? Alors, cette fébrilité, elle a été le cas uniquement quand les 3 défenseurs titulaires n'étaient pas là. Ouais. À Nancy, El Hadjam était blessé. Le match contre Amiens, en première mi-temps, les 3 titulaires étaient là, donc El Hadjam, Giraudon et Salmier. J'ai pas du tout vu cette fébrilité. En revanche, tu as raison, la rentrée de Mutombo, le passage à 4 défenseurs en deuxième mi-temps, on a vu effectivement des dégagements, comme on avait vu la semaine d'avant contre Nancy, des dégagements complètement anodins, mal appréciés, mal maîtrisés par les défenseurs, et puis derrière, ça fait but. Alors cette fébrilité, moi je dirais que c'est quand les 3 sont pas là. Malheureusement, pour 3, Giraudon, le capitaine, s'est fait expulser, avait déjà un match de suspension contre Guingamp à la reprise, donc ça va faire au moins 3, peut-être même plus, matchs sans lui. Donc la question est là. La question est là, à savoir si les suppléants vont réussir à stabiliser un peu cette défense qui effectivement a pris 8 buts en 2 matchs, ce qui n'est pas rien du tout. C'est ça aussi, j'ai l'impression, en tout cas sur les 2 derniers matchs, que Laurent Batles, il a aussi moins de solutions, que les joueurs qui entrent en jeu sont moins performants, sont moins décisifs, ou quand un joueur n'est pas dedans, qui sort, son remplaçant, et je prends l'exemple de Bozok par exemple, depuis qu'il est arrivé, honnêtement, je ne retrouve pas le Bozok qu'on a pu connaître, alors à Nîmes, pas du tout, mais même avec Lorient, où il faisait des entrées parfois décisives, là sincèrement sur le terrain, je le trouve en décalage par rapport à ses coéquipiers. Ouais, j'avoue que je suis assez aussi je reste un peu sur ma faim. Ces entrées de Bozok qui sont pas décisives. Il a marqué qu'une fois depuis qu'il est là sur penalty. Ces entrées sont un peu neutres. Elles sont pas catastrophiques, mais elles sont un peu neutres dans le jeu. Effectivement, je trouve qu'il a pas encore, il s'est pas encore noyé dans le collectif troyen. Je sais pas, il est effectivement un petit peu en décalage, mais ça urge un peu, quoi. Parce que Tousgar est un petit peu aujourd'hui un peu en manque un peu de réussite. Il a encore manqué un penalty contre Nancy. Il faudrait que les autres prennent le relais. Gori l'a un peu fait, Bozok le fait moins. Les milieux ne marquent plus trop. Souk, il en est où? Alors Souk, c'est compliqué. Souk, c'est une année noire pour lui. Aujourd'hui, il est en réathlétisation. Je l'ai encore vu la semaine dernière, donc à l'entraînement, mais individuellement.
avec un préparateur physique. Laurent Batles compte sur lui pour les 3, 4, 5 derniers matchs. Je sais même pas, parce que vu l'état dans lequel il était quand il s'est blessé, alors après, il a un physique d'un peu de déménageur, donc peut-être que dans une fin de match avec des longs ballons, il peut marquer de la tête, etc. Mais dans le jeu, par contre, c'est vraiment compliqué. Lui aussi est en décalage complet, je trouve, avec ses coéquipiers. Alors, est-ce que c'est la barrière de la langue? Bon, ça fait quand même quelques années qu'il est là, mais on sent qu'il est un petit peu perdu. Puis c'est tellement un système huilé qui demande des mouvements très précis, ce que demande Laurent Batles, que c'est presque au centimètre près, quoi, les déplacements, les mouvements. Et lui, il est un petit peu en décalage par rapport à ça. Et est-ce que ça peut inciter Laurent Batles à adopter un schéma un peu plus prudent lors des prochains matchs? On sait que c'est un schéma très offensif, tu l'as dit, très huilé. Est-ce que pour reprendre des résultats positifs, il peut revenir à quelque chose de plus classique, on va dire? Alors, c'est une question aussi qui, nous, à l'Est Éclair, nous divise. On n'est pas tous d'accord sur le sujet. Il a la possibilité de remplacer numériquement Giraudon par Raveloson. Raveloson qui va rentrer, qui était atteint par le Covid, qui doit rentrer cette semaine et qui doit donc être opérationnel contre Guingamp. Raveloson a joué libéraux à Valenciennes. J'ai trouvé que c'était plutôt bien. Tout le monde l'a dit que c'était très bien d'ailleurs. Et cette solution-là, donc on reste à 3 défenseurs et on met Raveloson, ou on repasse à 4 défenseurs. Il l'a fait en deuxième mi-temps à Amiens, bon, avec Gori à droite, Baya à gauche, c'était un petit peu pour pousser, c'était pas très rationnel. Il peut. J'en suis pas persuadé qu'il le fasse parce que, encore une fois, contre Amiens, la première mi-temps, donc toujours à 3 défenseurs, était très, très, très bonne. On avait retrouvé une équipe troyenne dominatrice, la maîtrise technique, du mouvement, un but. Et les Stacks menaient 1-0 jusqu'à cette égalisation, vous l'avez dit, un peu incroyable. Donc, je me dis que quand les conditions finalement sont là, quand elles sont réunies, quand les joueurs cadres sont là et qu'il n'y a pas de faits extérieurs qui viennent troubler tout ça, les Stacks restent quand même cette équipe qu'on a connue. Donc, est-ce qu'il faut remettre en cause tout ça? Je pense que le staff se pose la question. En tout cas, il peut. Et les deux possibilités sont ouvertes. Ça va être très intéressant à suivre, voir l'évolution de l'équipe de Laurent Batles. On va maintenant passer à Grenoble avec Frédéric Souget, je rappelle, journaliste à Métro Sport. Grenoble qui a gagné un seul de ses 4 derniers matchs, avec notamment des matchs nuls contre Niort et contre Pau. Frédéric, est-ce que tu penses qu'en ce moment, on voit un petit peu les limites de Grenoble ou au moins quelques signes d'essoufflement par rapport à l'équipe qui avait en première partie de saison? Alors, dans les résultats, on ne les voyait pas forcément encore, ces signes-là, puisqu'il est resté là sur 7 matchs sans défaite quand même, et que les résultats en 2021 sont globalement plutôt pas mal. Par contre, dans le jeu, très clairement, depuis 2021, c'est beaucoup plus difficile. Les victoires ont souvent été des victoires arrachées dans les derniers instants, que ce soit contre Guingamp, que ce soit à Nancy, des matchs nuls arrachés aussi. Et effectivement, par rapport au début de saison, alors les facteurs d'explication sont sûrement multiples, mais on ne voit pas la même sérénité. Moi, à mes yeux, il n'y a qu'un match qui a à peu près été maîtrisé sur la deuxième partie de saison, c'est la victoire au Havre. Contre la seule équipe qui n'a pas pressé énormément Grenoble au final. Alors, est-ce que ça joue pas à ce niveau-là? Est-ce que les adversaires ont un peu mieux étudié aussi les forces et les faiblesses de GF38? Mais clairement, ouais, il y a de l'essoufflement depuis quelques semaines. Et comment tu l'expliques, toi? Tu penses que c'est Alors, une les baisse facteurs physique d'explication, à mon avis, il y en a plusieurs. C'est déjà effectivement, est-ce que Grenoble n'était pas en sur-régime, tout simplement, sur la première partie de saison? On rappellera qu'ils n'étaient pas du tout attendus dans le top 5. C'est un peu l'invité surprise et que l'objectif était uniquement le maintien au GF38 cette année. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas retournés aussi sur des choses un peu plus logiques pour eux? Il y a le fait que les adversaires, peut-être aussi maintenant, sont un peu plus méfiants. Ça, c'est clairement le cas au Stade des Alpes notamment, où on sent que même quand Pau vient prendre un point, voilà, il s'est vendu comme un exploit en fait derrière, parce que Grenoble n'a pas perdu cette année à la maison. Il y a eu beaucoup, alors personne ne se cache derrière ses excuses à Grenoble, mais il y a quand même eu beaucoup de blessés, de petits pépins, de malades. Il y a une épidémie de gastro qui a privé de pas mal de joueurs ces derniers temps. Donc, entre les joueurs absents et entre les joueurs qui reviennent aussi de blessures, je pense notamment à Jordi Gaspard qui avait été excellent sur la première partie de saison, qui a été blessé quelques semaines et qui, depuis son retour, on voit qu'il n'est plus tout à fait dans le rythme. Donc, il y a ce facteur-là aussi, à mon avis, qui peut expliquer qu'en ce moment, c'est un peu plus difficile.
Est-ce que la grande force de Grenoble, un peu comme les Stacks, c'était le banc. On voyait notamment sur le plan offensif, à chaque fois que Philippe Berger faisait du changement souvent autour de l'heure de jeu, des fois il n'hésitait même pas à changer ses 3 joueurs offensifs d'un coup. Ça a beaucoup joué sur la première partie de saison. Est-ce que tu sens aussi que cette arme-là, elle est aussi un peu moins efficace désormais? Alors les adversaires sont peut-être mieux préparés et c'est difficile aussi pour les entrants d'être toujours décisifs. Alors oui et non, parce qu'il continue les remplaçants d'être décisifs finalement. Alors il n'est pas rentré en jeu, mais Anthony Belmont, par exemple, qui a quasiment pas joué en première partie de saison, était titulaire au Havre et il a été exceptionnel. C'était le meilleur Grenoblois sur ce match-là. Il a été moins bon la semaine d'après, par contre Pau. Achille Anani a encore marqué en sortant du banc contre Pau justement. C'est peut-être un peu moins le cas effectivement qu'à un moment donné dans la saison. Je pense à Nancy aussi où il y a eu beaucoup de changements. Jessie Benet est rentré à la mi-temps notamment et ça a fait la différence. C'est toujours le cas, ça l'est un petit peu moins par contre effectivement, mais c'est le banc quand même qui permet à Grenoble d'aller chercher des points importants, sans quoi dans le jeu ce serait beaucoup plus compliqué que ce classement actuel. La bonne nouvelle pour Grenoble, c'est que vous allez jouer 5 fois à domicile sur les 8 derniers matchs. En plus, contre des adversaires qui normalement sont censés être à votre portée, même si en Ligue 2 on sait que c'est compliqué et qu'il y a des équipes qui vont s'arracher jusqu'au bout pour le maintien. Mais j'ai presque envie de te dire que pour moi, les 3 prochains matchs, c'est un peu le tournant. C'est là qu'on va voir si justement Grenoble arrive à relancer la machine et repartir vers l'avant ou continuer à stagner. Et dans ce cas-là, les matchs contre Auxerre, contre Troyes vont vraiment être beaucoup plus compliqués à aborder. Alors, on plaisantait un peu avec le coach au dernier match. Ça va être des tournois toutes les semaines finalement. Voilà, on a déjà dit que c'était un tournoi contre le Paris FC. Je te dirais oui sur les matchs à domicile si on était en première partie de saison. Sauf que depuis 2021, c'est plutôt l'inverse. Grenoble va chercher des points à l'extérieur et à domicile, c'est plus compliqué puisque c'est nul contre Pau, donc qui lutte pour le maintien. C'est nul contre Amiens, c'est nul contre Niort, c'est victoire contre Guingamp, mais à la dernière minute, après avoir été bien bousculé aussi. Donc, c'est difficile en ce moment à domicile. Donc, sans doute que ça va passer effectivement par retrouver un peu ce qui faisait la force de Grenoble à domicile en début de saison. Arrêter de courir après le score aussi, parce que régulièrement Grenoble est mené au score et du coup c'est très usant, ça j'imagine, y compris psychologiquement pour à chaque fois revenir. Mais ça serait une bonne idée, oui, de prendre quelques petits points d'avance avant la série finale qui s'annonce dantesque, hein, parce qu'on peut le rappeler, Grenoble va jouer 4 matchs très compliqués à la suite contre Sochaux. Dans l'ordre, ça va être Sochaux, Clermont, Auxerre, pas Toulouse, Clermont, Auxerre et Troyes. C'est peut-être 3 avant du coup. Troyes, Clermont et Auxerre. Voilà, donc 4 matchs contre des équipes qui potentiellement seront à la lutte pour le top 5. Donc ça serait bien de prendre des points avant, effectivement. Maintenant, tu l'as dit, il y a 0 match facile. On l'a encore vu contre Pau, qui méritait un peu plus que le match nul quand ils sont venus au Stade des Alpes, même si c'est eux qui ont égalisé dans les dernières secondes. Ça a été vraiment très difficile. Et au niveau de l'effectif, il y a justement il y avait des 3-4 absents là, sur le dernier match à Paris. L'idée, ce sera quoi? Tu peux nous faire le point pour les 10 prochains jours? Alors, ça rentre, en fait. On n'est plus que sur du malade ou du petit blessé musculaire qui était en train de rentrer. Le seul grand blessé, c'est Brice Maubleu, le gardien et capitaine habituel. Pour le coup, Esteban Sales qui joue, c'est vraiment le seul joueur qui est au niveau, même quand il y a des petites contre-performances. Il a vraiment endossé le costume de numéro 1 avec talent. Et la question va se poser autour de Brice Maubleu, du coup, sur qui faire jouer, mais c'est le seul qui est un peu longué. Jessie Benet, c'était gastro, donc il sera de retour. Manu Pérez avait commencé à reprendre l'entraînement, donc il sera de retour aussi. Et le dernier blessé du dernier match, c'était Anthony Belmont, il n'y avait rien de très grave non plus. Donc voilà, c'est plutôt sur une phase finale, on va dire, et petit à petit, les joueurs sont en train de revenir les uns après les autres. Et messieurs, chacun votre tour, peut-être pour clôturer ce débat, si vous pouvez me donner votre top 5 que vous voyez en fin de saison dans l'ordre, ce serait quoi? Vous voyez les choses bouger un petit peu ou pas? On peut peut-être commencer par Alan et puis après Fred. Moi, j'ai une grosse interrogation autour de Clermont, savoir comment l'équipe va récupérer de cette période de cluster. C'est un peu la grosse question, comment ils vont récupérer les joueurs. Donc, du coup, je les verrais peut-être sortir du top 3, dans lequel pourrait remonter Grenoble, que je vois bien remonter effectivement dans le top 3 avec donc Toulouse, Troyes, Grenoble, Clermont et Paris.
toi, Fred? Tu es sur la même longueur d'onde ou tu vois les Clermontois un peu plus haut? Pas tout à fait. Si je peux me permettre historiquement de rappeler aussi que quand Grenoble est monté en Ligue 1 il y a une petite quinzaine d'années, ils avaient repris une dizaine de points à 3 qui s'étaient totalement écroulés à l'époque. On verra si l'histoire la pression. va se renouveler ou pas. Alors moi, clairement, mais c'est plus un coup de cœur, on va dire, parce que j'ai envie de les voir monter, honnêtement. Ça fait quelques années, c'est le plus beau jeu de Ligue 2. Pascal Gastien fait un boulot fantastique. Donc j'espère voir Clermont en tête et premier à l'issue de la saison régulière. J'espère que la grosse crise Covid va être bien intégrée et qu'ils vont vite pouvoir réenclencher la machine. Deuxième, je verrais bien 3 parce que Toulouse me semble un peu quand même en mode difficile à l'extérieur. Je vais quand même rester sur Toulouse 3e. Paris FC 4 et Grenoble 5. Grenoble me semble quand même un peu en perte de vitesse, au contraire du Paris FC qui m'a plutôt séduit samedi lors de la confrontation face au GF38. Et Auxerre resterait 6e et puis Sochaux pas très loin derrière. Justement, j'allais dire, il y a Auxerre et Sochaux qui poussent derrière le top 5 pour essayer de l'intégrer. Bon, 3 encore un peu de marge quand même là, sur le 5e, ça va, mais c'est plus Grenoble qui commence à être rattrapé par Paris et puis derrière il y a Auxerre et Sochaux. Vous pensez que Alan, Fred, que Sochaux et Auxerre peuvent créer la surprise et s'inviter dans le top 5 ou est-ce que de ce que vous avez vu cette saison de ces équipes-là, ça vous paraissent un petit cran en dessous du top 5 actuel? Auxerre, c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est difficile à faire des pronos avec eux. C'est soit ils gagnent 5-0, soit ils perdent bizarrement, on ne sait pas pourquoi. Sochaux revient bien sur une bonne dynamique là, c'est cohérent, c'est costaud. Donc eux, je les verrais plus effectivement finir devant Auxerre pour le coup. De là à revenir sur Paris ou Grenoble, c'est compliqué quand même. Après, il y a pas mal de confrontations encore directes, donc forcément ces équipes-là vont perdre des points. Il y a déjà un Sochaux-Paris juste après. Ouais. Donc peut-être Sochaux, ouais. Je mets une petite pièce sur Sochaux. S'il faut choisir, ouais. S'il faut choisir, Sochaux. Fred, Grenoble à chaud ou pas avec Auxerre et Sochaux? Il y a une petite marge encore, je dirais 6 points sur Auxerre. 6 points sur Auxerre et 7 sur Sochaux. Voilà, c'est à la fois beaucoup et c'est pas beaucoup, puisqu'effectivement, il y aura confrontation directe. Alors moi, comme le confrère de l'Est éclair, plutôt Sochaux qu'Auxerre. Je trouve qu'Auxerre perd beaucoup de points quand même. Là, le match nul concédé à Valenciennes risque de faire un peu mal à la tête aussi, alors que Sochaux est plus sur une dynamique intéressante. Maintenant, si Grenoble et le Paris FC qui est derrière Grenoble font le boulot, a priori, il y a quand même une petite marge qui me semble suffisante. Il ne faudra pas perdre trop de points les prochains matchs, parce que pour Grenoble, les confrontations directes pourraient faire mal en toute fin de saison, par contre. Bien, merci messieurs pour cet éclairage sur la course à la montée. Je vous propose de rester avec nous pour participer au quiz si vous le souhaitez, on peut débuter maintenant. Je vous propose même, si vous voulez, de faire un match entre ma Ligue 2 et les correspondants en région, on va dire ça. Donc avec un seul thème. Aujourd'hui, les joueurs les plus décisifs du championnat. Donc Fred et Alan, vous êtes ensemble contre Dorian et Philippe. Je suis pas avantagé. C'est clair. Chacun votre tour. Je vais vous demander de me citer un des 20 joueurs qui est dans le classement cumulé but, passe décisive. Pas les meilleurs buteurs, pas les meilleurs passeurs, mais les joueurs qui ont cumulé les deux. On va même s'arrêter aux 18 premiers parce qu'après, il y a des égalités, ça n'en finit plus. Donc, honneur à nos invités. Je ne sais pas si Alan ou Fred, vous voulez commencer et vous lancer par un joueur. Et puis après, on passera à l'équipe Ma Ligue 2. Alors, je vais dire Bayo de Clermont. Bayo, c'est bon. C'est même le leader puisqu'il est à 17 buts et 5 passes décisives. Dorian, Philippe. Vas-y Philippe, là, il y en a des évidents, je te laisse commencer. Je vais dire Papi Bnouba. Papi Bnouba, 3e, c'est bon. Fred, à toi. Le Bihan. Le Bihan, 2e, 16 buts, 5 passes D. Dugimon. Dugimon, 7e, c'est bon. Alan, à toi. Vesbeck, à Sochaux. Vesbeck, 8e, tout à fait, 10 buts et 4 passes D. Philippe. Michael Biron. Michael Biron, 6e. Vous avez tous ceux du haut de tableau, bravo. 12 buts et 2 passes décisives. C'est après que ça va se gâter. Je ne sais plus à qui c'est, Alan, je crois, ou Fred? Alors, c'est un peu plus compliqué. Je vais dire est-ce que je garde mon Grenoble en stock pour l'instant? Oui, ça me ferait mal de me tromper sur lui. Van den Boomen, pardon. Van den Boomen. Pas sûr.
Non, il n'est pas dedans. Il est 23e. Il a 5 buts et 5 passes décisives. Pourtant, mais c'était il pas mal. n'est pas dedans. Donc, c'est une balle de match pour la team Après, Maligue 2. il reste encore Alan. Est-ce Ouais, qu'on fait encore pareil une la carte. question, Pardon, ouais. Oui, encore là. Il y a juste Fred qui aurait pas pu donner son Grenoble. Fred, c'est vrai qu'il a. Donc, c'est à Souffle-moi moi. la Donc, Tousgar. J'ai coupé Tousgar, c'est le pied d'Alan. 4e, tout à fait. 12 buts, 4 passes D. Vous avez trouvé les 8 premiers. Bravo. Bravo, messieurs. Alan, à toi. Vers qui on va aller? Il vous en reste 10. 9, je crois. Je vais tenter un Grenoble du coup. C'est Médo? Non. C'est Médo. C'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon. Et Grenoble, c'est difficile. Il n'est parce pas que- dedans. Parce que le Grenoble, ça marque un petit peu partout. Ah, c'est Ouais. Benet. C'est pour ça, je pensais que c'est Médo avait Ouais, pas mais- mal de passes d'ess aussi. Mais non, il n'est pas dans le top Du coup, 18. J'en ai encore 3 là. Donc, du Bon, coup, vas-y, c'est chaud. vas-y, Philippe, je te laisse donner le point vainqueur. Il y a Amin Adli, Amin Adli, c'est bon. 14e. Il y a 7 buts, 5 passes D. il y a Saki, Saki, tout à fait. 9e. Alevina. Alevina. Oui, Alevina est 5e. Bah ouais. Par contre, le Grenoblois, tu vois, j'aurais dit Benet, c'est pas ça, c'est ça, Fred? Ici, Jesse Benet. Ah ouais. 5 buts et 6 passes D. Tu vois, j'étais chaud d'Orient pour une Bravo, fois, j'aurais ouais, gagné. franchement, bravo. Victoire Olama, de bien la joué. team Malik 2. Il vous manquait également Spearings, Mathias peut-être Sautrey, Baptiste Guillaume, Spearings, Jodel Autrey. Dossou, Kevin Cabral, Kenny Rocha, Ah ouais, Kenny. Ah oui, bah oui. Spearings Ah oui. donc, et Jason Berthomier. 3 buts, Ah 6 ouais. passes décisives. Combien de passes décisives? 3 buts, une passe 8. Non, 8 passes. Ah oui, j'ai Huit oublié passes. 3 buts. une C'est le passe. deuxième Ah, il meilleur marque passeur. tellement de buts, Après, ouais, ça clairement, passe. ouais, c'est ça aussi. Ouais. Et donc, victoire de Malik 2. Mais bravo, Bravo. bravo Alan, Bon match, bravo non, Fred. bon match. Vous avez quand même été bon. C'était un beau duel. C'est la fin de ce podcast. Merci Alan, merci Fred d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, si vous aimez les quiz, on vous donne rendez-vous ce jeudi à 20h sur la nouvelle chaîne Twitch de Malik 2. De 20h à 21h, on vous propose un long quiz. Vous pourrez défier vous aussi la team Malik 2. Il y aura des cadeaux à gagner, il y aura des free bets, des abonnements à Malik 2. Vous pourrez participer avec nous dans le chat, donc ça sera très sympa. Merci à vous de nous avoir écoutés. Puis on se donne rendez-vous donc dès demain sur la chaîne Twitch de Malik 2. Salut! Salut. Merci à toi.